À environ 2000 mètres au-dessous de la surface de la mer, là où la lumière du soleil ne parvient pas, l'activité sismique et volcanique est intense sur les dorsales océaniques. La vie s'y développe. Des plantes et des animaux abyssaux prolifèrent dans ces profondeurs, malgré l'obscurité quasi totale. Pour certains spécialistes, la vie a commencé il y a 4,5 milliards d'années près des émanations acides des volcans sous-marins. 80% de l'activité volcanique terrestre a lieu sous les océans. Les éruptions sous-marines contenues par la pression de l'eau sont difficilement détectables depuis la surface. Celles qui surviennent sur Terre se libèrent sans contrainte. Il semble que la vie ait commencé à proximité des volcans. Et c'est un véritable symbole pour moi. C'est aussi la raison pour laquelle les éruptions volcaniques ne me font pas trop peur. Naturellement, je crains les volcans, mais c'est grâce à ces géants que nous sommes ici. Il faut donc relativiser cette crainte qu'ils nous inspirent. Bonjour à tous et bienvenue au parc national du volcan de Hawaï. Devant vous se trouve l'entrée du parc. On vous y remettra une carte et de la documentation. De là, vous vous dirigerez vers le centre d'accueil de Kilauea. Regarde cette matière boueuse. Boueuse? Oui, c'est boueux. Évitez les fumées dangereuses et les vapeurs acides. Je suis toujours étonné par ce spectacle de dévastation et de renouveau. On dirait qu'un astéroïde géant vient de s'y écraser. À Hawaï, la déesse des volcans est pleine de vitalité. La principale île de l'archipel est une grande montagne volcanique. Du plancher océanique au sommet, elle est presque 2 fois plus haute que l'Everest. Mais elle continue de grandir. Des morceaux de lave tourmentée forgés dans la roche en fusion structurent le paysage. La plupart d'entre nous pensent que les volcans sont des montagnes qui explosent, tuent et détruisent. Ceux qui vivent à proximité en savent davantage. Presque partout dans le monde, on considère les volcans comme une force destructrice, mais c'est aussi une puissante source de renouvellement. Ici, à Hawaï, cela fait partie de la culture locale. Les Hawaïens considèrent surtout les coulées de lave comme une force régénérante. Ce qui est remarquable à Hawaï, c'est que le sol se régénère continuellement. Cela peut prendre 1 millier d'années, mais le sol où nous marchons, les routes où nous conduisons seront recouvertes de nouvelles laves. C'est inévitable. Les gens d'ici doivent apprendre à vivre avec cette réalité. Depuis toujours, comprendre les volcans. Ils constituent la demeure des dieux du feu et de la mort, le seuil de l'antre de Lucifer. Les montagnes incandescentes influencent fortement l'imagination humaine. La Terre est une planète active, siège de perpétuels mouvements. Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont des accès de fièvre, accompagnés de hoquets et de spasmes.
Déjà au XVIIe siècle, Athanase Kircheri avait réfléchi à la genèse et aux mécanismes éruptifs des volcans. Ses hypothèses géologiques étaient fausses, mais ses croquis dévoilaient déjà une planète sphérique dont le centre incandescent alimentait les émanations volcaniques. C'était déjà un début. En fait, un volcan est la façon la plus efficace pour la Terre de se refroidir. La chaleur remonte des profondeurs, véhiculée par le magma qui atteint la surface et se répand sur les pentes des volcans sous la forme de coulées de lave. Voilà ce qu'est réellement un volcan, une soupape qui permet à la chaleur interne de la Terre de se libérer en surface. Pour comprendre ce qui se passe, imaginez la Terre réduite à la taille d'un œuf. Un œuf sphérique et chaud. Au centre se trouve le jaune, le noyau solide de la planète, constitué de fer pur et de nickel en fusion. Le blanc de l'œuf correspond à une couche rocheuse chaude appelée le manteau. La coquille figure la croûte terrestre. On a longtemps ignoré où, pourquoi et comment les volcans entraient en éruption. C'est dans les années 70 que les géologues ont compris les mécanismes essentiels. Ils purent ainsi expliquer la localisation des volcans, des sources chaudes, les séismes et toutes les manifestations violentes de l'activité de la planète. La théorie de la tectonique des plaques venait de naître. La raison pour laquelle il a fallu tant de temps pour modéliser cette structure interne du globe tient au fait qu'une grande partie de la Terre est immergée, donc difficile à observer. La tectonique des plaques a été élaborée conjointement par des océanographes et par des géologues marins. Cette théorie décrit les mouvements relatifs de plaques rigides, formées des continents et des océans, qui se déplacent à la surface du manteau solide au fur et à mesure de ses déformations. Les pièces de ce puzzle sont immenses, 50 à 140 km d'épaisseur et 10 000 km de largeur. Quand les plaques se déplacent brutalement les unes par rapport aux autres, elles provoquent des chocs sismiques. La faille transformante de San Andreas aux États-Unis, siège de nombreux tremblements de terre, est située en limite des plaques américaines et pacifiques. On appelle zone de subduction la zone où une plaque plonge sous une autre. Il existe aussi des zones d'expansion où les plaques se séparent en créant un nouveau plancher océanique. Le rift du Pacifique Est en est un exemple. La tectonique des plaques est à la géologie ce que la théorie de la relativité d'Einstein est à la physique, mais elle concerne de plus près notre planète. Elle a un impact énorme sur les sciences géologiques. Je pense que c'est parce qu'elle a fait comprendre aux géologues que tout est relié, qu'il n'y a pas une théorie expliquant la formation des sédiments, une autre expliquant les mécanismes éruptifs. Non, tout ceci fait partie d'un seul grand ensemble. Et en comprendre une partie nous aide à comprendre le système tout entier. Et bien sûr, ce système, c'est la Terre. Les volcans sont répartis le plus souvent en limite de plaques. Plus rarement, on les trouve en position intraplaque. Ce sont les points chauds. Ces derniers sont provoqués par des remontées de chaleur qui parviennent à perforer l'écorce terrestre, comme par exemple l'archipel des îles Hawaï. À l'intérieur de la Terre, là d'où sont issus les magmas, le manteau est soumis à des mouvements de convection. La plupart des scientifiques pensent maintenant que la remontée de matière se fait à la manière d'un arbre qui pousse en bourgeonnant. Cette matière solide mais molle, issue d'environ 2900 km de profondeur, remonte à la verticale, troue littéralement la croûte océanique comme un chalumeau et donne naissance au volcan d'Hawaï. Le Kilauea à Hawaï est le volcan le plus actif du monde. Il est en éruption depuis 1983 et aucun signe ne semble indiquer que son activité va diminuer. Il fournit aux géologues un laboratoire grandeur nature idéale. Les volcanologues n'ont toujours pas de théorie générale capable de prévoir avec précision où et quand un volcan est susceptible d'entrer en éruption.
Ils tentent de créer un modèle en étudiant les mouvements du sol et l'évolution de la géochimie de chaque site. Ils croisent ensuite ces données avec les informations collectées sur les coulées de lave. Nous nous dirigeons vers l'endroit où les coulées de lave pénètrent dans l'océan. C'est là qu'elles sont les plus faciles à observer. Avant d'y arriver, elles progressent dans des tunnels sous les coulées refroidies. Elles n'émergent du sol qu'à l'approche de l'océan, renouvelant ainsi le terrain. Ne restez pas là, les gars. Surtout qu'il y a une zone incandescente derrière vous. La dalle inférieure est considérablement surélevée. Elle est presque au même niveau que la coulée principale. C'est l'entrée est. Chaque semaine, la géologue Tari Mattox fait une prospection de 5 km à travers les coulées de lave pour suivre le lent renouvellement du sol hawaïen. Elle a progressé un peu plus vers l'ouest depuis la dernière fois. Je veux me rendre compte si c'est bien réel ou non. Les volcanologues appellent ce terrain instable la dalle. Elle se trouve le long d'une très jolie fissure aiguë. Est-elle semi-circulaire? Je trouve que son sommet est en pointe. La véritable dalle était là-bas où vous voyez les cendres. Mais c'est difficile de suivre cette évolution. Il dessine la carte des reliefs nouvellement formés par la lave et note l'extension de la zone couverte par de la roche fragmentée. Elle leur indique des variations dans la nature de l'éruption du Elle est Kilauea. presque aussi loin qu'au début. Elle ne cesse de se reformer, de s'affaisser, de se reformer. Les géologues mesurent le volume et la vitesse de la lave à travers des ouvertures en surface, là où le toit des tunnels de lave s'est effondré. Ce n'est pas commode de rester à ces endroits, car ils émettent une très forte chaleur qui vous brûle instantanément et qui vous décolle carrément la peau. C'est délicat aussi parce que le toit du tunnel est instable par endroits et peut s'effondrer à tout instant. Il faut toujours faire attention où on marche. Seule une épaisseur de quelques centimètres de croûte sépare les chercheurs du flux incandescent de roches fondues. La lave provient du magma qui a atteint la surface. Les scientifiques pensent que ce magma est issu du manteau supérieur du globe et qu'il s'élève lentement vers le réservoir du volcan qu'on appelle la chambre magmatique. C'est là le cœur du volcan. Lorsque la pression s'élève dans ce réservoir, le magma est expulsé vers l'extérieur. Le cœur de la Terre est très chaud. Pourquoi ? Selon la théorie en vigueur, les planètes ont été formées il y a 4,5 milliards d'années par une gigantesque tempête de poussière. Ces particules, en entrant en contact les unes avec les autres, ont généré de la chaleur. Cette chaleur est restée prisonnière d'une croûte terrestre, jouant le rôle d'isolant. Les hautes températures internes de la planète sont également entretenues par la radioactivité des atomes d'uranium, de thorium et de potassium-40. Cette chaleur intense doit s'évacuer quelque part, et c'est là que le Kilauea et les autres volcans entrent en scène. Quand la lave, qui a une température très élevée, entre en contact avec une grande quantité d'eau, le résultat est explosif. Une couche superficielle noire se forme instantanément autour de la lave, qui est violemment projetée par les explosions, traduisant un refroidissement important dès l'apparition en surface. Paoeoe sont les coulées de lave que l'on trouve le plus fréquemment à Hawaï. Lorsqu'elles atteignent une température 8 fois plus élevée que celle de l'eau bouillante, elles s'écoulent semblables à du miel chaud. Ces superbes coulées peuvent aussi détruire. Sandy Smith a vu 2 de ses maisons emportées par les débordements du Kilauea. En 1980, non, en fait en 1983, j'observais la lave descendre de la colline. Il lui a fallu 4 bonnes années avant d'arriver en bas. C'est alors que j'ai dû déménager. Lorsque je regardais de la fenêtre de ma chambre, je voyais la lave s'approcher d'une 60aine de mètres par semaine. Je me suis dit, c'est le moment de partir. 1983, une coulée de lave est parvenue en bas de la pente sud-est de Kilauea. Elle a fini par détruire la maison de Sandy Smith et tout le village de Kalapana. Je n'aime pas que les gens disent « Kalapana, c'est fini ». Kalapana, ce n'est pas fini. Il est toujours là.
Le village est juste prisonnier de la coulée de lave. Et Kalapana, ce n'est pas que ça. C'est aussi tous ses habitants. Nous sommes encore là. Et nous serons toujours là. Dès que la lave ne coulera plus, nous reviendrons pour tout reconstruire. Si vous vous tenez au bord en fermant les yeux, il est facile d'imaginer que vous êtes sur un grand bateau à vapeur et que vous entendez le sifflement des chaudières, le souffle des cheminées et le brassage rapide de l'eau. L'odeur de soufre est forte, mais elle n'est pas déplaisante pour un néophyte. Mark Twain visita les volcans d'Hawaï en 1872. Il attrapa le virus. En langage contemporain, on dirait qu'il est devenu un drogué de la lave. Les accros les plus sérieux trouvent le moyen de vivre leur passion en écoutant et en observant les volcans. C'est un club très privé comprenant seulement une poignée de membres. Avez-vous senti les vibrations? C'est quelque chose, hein? Il faut s'allonger ou s'asseoir, parce que cette partie de votre corps est très sensible. Wolfgang Müller vit en totale intimité avec les volcans. Il consacre sa vie à photographier leurs humeurs changeantes. Les volcans sont si beaux que j'essaie de les voir comme de véritables œuvres d'art. Wolfgang Müller était l'un des meilleurs ingénieurs de l'industrie automobile européenne lorsque le chant des sirènes volcaniques l'a poussé à renoncer à une carrière brillante et lucrative. J'ai vécu la vie d'un ingénieur et maintenant, je veux vivre une vie plus proche de la nature et rester totalement disponible pour observer ces débordements. Sa femme Helga et lui ont quitté l'Allemagne pour Stromboli, une île volcanique italienne à 60 km des côtes de Sicile. C'est la 803e fois qu'il en gravit les pentes. Ça grimpe de plus en plus. À mon avis, il est extrêmement important d'observer les volcans avec son corps, c'est-à-dire avec ses yeux, avec ses oreilles. On ne peut pas observer un volcan pendant une seconde, 5 secondes, ni même 5 minutes. Il faut des heures et des heures. Si c'est nécessaire, je peux les observer 40 heures durant. C'est une sensation fantastique. L'impression d'être totalement libre. Le monde est derrière vous. Vous êtes seul, avec vous-même. Et la montagne pelée. Ça vous rend silencieux. Et si heureux. John Kierkegaard est un autre fanatique de la montagne pelée et des autres volcans. Il voyage à travers le monde avec sa caméra vidéo pour rassembler des documents sur les différentes phases des éruptions. Je filme les volcans parce qu'ils me fascinent. Je pense que tous ceux qui travaillent dans ce domaine, scientifiques et photographes, ou tout au moins une large majorité d'entre eux, sont attirés par la lave comme par une sorte de puissant magnétisme. La communauté scientifique utilise les images mouvantes de John Kierkegaard pour comparer les coulées de lave et les différents types d'éruptions. C'est passionnant de filmer un volcan. De temps en temps aussi, c'est effrayant et occasionnellement terrifiant. On ne peut pas imaginer à quel point la chaleur des grandes sources volcaniques irradie.
Rien ne remplace l'expérience. Et parfois, les émanations de gaz toxiques nous privent d'air. Il est impossible de respirer cet hydrogène sulfuré. Mieux vaut pour nous faire rapidement demi-tour. Nous étions à peine assis que déjà l'obscurité nous entourait. Pas celle d'une nuit sans lune ou d'une nuit sans nuages, mais celle d'une pièce fermée quand la lampe est éteinte. On peut entendre les cris des femmes, les pleurs des enfants et les éclats de voix des hommes. Sous 7 mètres de cendres, les archéologues ont trouvé des habitants de Pompéi. Le Romain Pline le Jeune avait 17 ans lorsque le Vésuve entra en éruption. Il écrivit des lettres émouvantes sur la destruction de la ville. De nombreuses personnes périrent le 24 août de l'an 79 avant Jésus-Christ. Les gaz nocifs et une pluie de cendres fauchèrent les habitants qui tentaient de fuir. Ceux qui cherchèrent refuge à l'intérieur des maisons furent ensevelis sous plusieurs mètres de cendres. Le Vésuve est un volcan toujours actif. À 12 km de Naples, les populations locales vivent de plus en plus haut sur ses pentes. Le Vésuve a connu plus de 50 éruptions depuis celle qui a détruit Pompéi. Pourtant, la vie continue à l'ombre de ce volcan. Partout dans le monde, les volcans servent de toile de fond pittoresque à des scènes de la vie quotidienne. Attention, attention. Ceci est une alerte volcanique. Ceci est une alerte volcanique. Quittez les vallées et restez sur les toits. Attendez les instructions. Quand vous skiez sur le Ruapehu, le plus haut sommet de la partie nord de la Nouvelle-Zélande, vous avez en plus l'excitation de savoir que vous glissez sur les pentes d'un volcan actif. Souvent, là où il y a des volcans, les hommes viennent regarder, vivre et s'amuser. Tout est normal sur le lac. Et là où il y a des gens et des volcans, il y a des scientifiques qui essaient de se tenir prêts pour la prochaine éruption. On peut considérer ceux qui travaillent autour de la volcanologie comme des détectives de la Terre. Il y a toujours des indices que la nature a semés derrière elle. Nous essayons de les réunir comme les pièces d'un grand puzzle qu'il nous faut reconstituer. Analyser le passé pour prévoir l'avenir est une tâche très stimulante, mais particulièrement difficile. De nombreux indices sont énigmatiques. Dans le cratère de Ruapehu, il y a un lac. Son eau est rendue acide par les gaz qui s'échappent du plancher de soufre fondu. Quand les concentrations en sodium, magnésium et soufre se modifient, les géochimistes sont en alerte. L'activité volcanique va s'intensifier. L'idée est de recueillir l'eau en suspension et de l'analyser pour déterminer ce qu'elle est du point de vue minéralogique. Et si c'est intéressant, on procède à une analyse chimique. Les chercheurs sont en quête de signaux géochimiques fiables qui puissent anticiper les éruptions. En laboratoire, les échantillons provenant du lac sont réduits et étudiés.
échantillon jaune lumineux indique une forte proportion en sodium. Un changement brusque peut augurer un réveil imminent. À Ruapeu, le laboratoire fournit aux chercheurs des micro-images détaillées des volcans. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut changer d'échelle et rassembler les éléments entre eux. Les volcans des zones de subduction forment une grande chaîne de 4500 km de circonférence. Elle dessine les contours des plaques tectoniques pacifiques, euro-asiatiques, indo-australiennes et nord-américaines. Les géologues l'appellent la ceinture de feu. Voici l'un des maillons de cette chaîne. White Island, un méchant petit volcan. Les volcanologues viennent du monde entier pour étudier les gaz émanant de cette île située au large de la Nouvelle-Zélande. Je ne me souviens pas précisément de la première fois où je l'ai vu depuis le continent. Ça ne m'avait pas autant impressionné lorsque j'ai atterri ici et que j'ai senti les gaz pénétrer les poumons. J'ai arrêté de respirer. Ça, c'est une impression forte. Le géologue Brad Scott a passé 20 ans dans les fumées de White Island. Il supporte ces émanations nocives pour tenter de trouver les clés des mystères non élucidés. La moiteur qui règne là, il doit aussi s'en accommoder. L'île de White est singulière à cause de son environnement. Elle n'a pas d'interaction chimique avec l'eau de mer et l'océan qui l'entoure. Par ailleurs, la pluie piégée à l'intérieur du cratère a littéralement gorgé d'eau le volcan, dont l'activité est devenue très faible. À 90 mètres au-dessous du niveau de la mer, l'eau de pluie piégée dans un profond cratère a formé un lac. Sa composition chimique serait pleine d'enseignements si les chercheurs parvenaient à effectuer la vertigineuse descente qui leur permettrait de l'atteindre. On est incapable de descendre en toute sécurité. Les chimistes donneraient tout pour prélever des échantillons d'eau, mais malheureusement, ils ne peuvent pas accéder au lac. Au fond du cratère, l'eau se transforme partiellement avant d'être expulsée sous la forme de jets de vapeur. Ces fumerolles sont les seules manifestations volcaniques accessibles sur White Island. La bruyante Ellie est l'une des plus grandes fumerolles de White Island. Ah, quel bruit! C'est un accident de la nature dont la taille, la pression et la température sont idéales pour créer un véritable vacarme, proche du vrombissement d'un moteur d'avion. L'activité du volcan de White Island est celle d'un grand volcan typique de zone de subduction. En enregistrant la fréquence des grondements souterrains, les sismographes indiquent les modifications de la structure du volcan et les déplacements du magma. Les séismes volcaniques ne diffèrent pas énormément des autres séismes. Ils sont provoqués par un processus qui est habituellement associé au déplacement de la lave à l'intérieur du volcan, ouvrant les fractures dans les roches pour se frayer un passage vers la surface. Les volcans actifs sentent très mauvais. Ils produisent de l'anhydrite sulfureux et de grandes quantités d'hydrogène sulfuré, facilement identifiables même par les chimistes en herbe, à leur odeur caractéristique d'œuf pourri. Les sources chaudes et les geysers laissent sur les bords de la mare volcanique d'importants dépôts de minéraux dissous.
En 1914, les Néo-Zélandais tentèrent d'exploiter un gisement de soufre, mais White Island refusa de coopérer. Le cratère s'effondra brusquement, provoquant un glissement de terrain qui tua les 14 habitants de l'île. 3 ans plus tard, une autre société relança l'exploitation avant de faire faillite. Aujourd'hui, les émanations de soufre achèvent de détruire les derniers vestiges de cette vaine tentative d'exploitation. White Island pourrait fournir d'autres débouchés commerciaux, notamment l'exploitation de ses ressources énergétiques. En Nouvelle-Zélande, 7% de l'électricité est issue de la géothermie. Mais le potentiel de White Island reste inexploité. Ce volcan se contente d'adresser des grossiers borborigmes à des hommes qui tentent de contrôler ses débordements. Les bombements de la surface sont les signes extérieurs du gonflement de la chambre magmatique. Cette déformation du sol est enregistrée par de nombreux détecteurs. Nous avons mis en place un réseau de capteurs répartis autour du cratère. On peut ainsi détecter les plus infimes variations de la surface du sol. Peter Otway travaille aussi bien dans les gaz chauds de White Island que dans l'environnement glacial du Ruapehu. Depuis 25 ans, il attend que la Terre tremble. Je ne pense pas que ce soit uniquement de la science. Je crois qu'il y a autre chose qui plane au-dessus d'un cratère. C'est difficile à définir, mais certains volcans sont pour moi de véritables incarnations humaines. Nous voguons ainsi en permanence entre la science et le spirituel. Il est certain qu'ils suscitent en nous de véritables sentiments. Le 8 mai 1971, le Ruapehu a gagné le respect de Peter Otway. Je dirais que le Ruapehu est la plupart du temps une divine compagne, qui, de temps en temps, remue ciel et terre et fait des siennes. La journée avait commencé tout à fait normalement. Quelques petites éruptions secouèrent le lac du cratère alors que nous effectuions une série de mesures. L'une d'elles projeta un mélange d'eau et de vapeur à plus de 150 mètres de haut. J'ai foncé sur mon appareil photo. Au moment où j'appuyais sur le déclencheur, une nouvelle éruption se produisit. Elle perfora le plancher du cratère, expulsant dans les airs des roches, de la boue et d'autres choses encore. C'était assez stupéfiant. J'ai cru que tout était fini. Nous étions 2 assis au sommet de ce pic. Il nous était impossible de fuir. Alors nous nous sommes allongés en nous protégeant du mieux possible. Le sol émettait des bruits sourds tout autour de nous. Les rochers tombaient, l'eau devenait de plus en plus chaude, la cendre s'épaississait. Nous nous sentions glisser en arrière. Nous ne savions pas de quelle façon nous allions mourir. À ce moment-là, j'ai pensé que les autres étaient peut-être déjà morts. Quand par la suite j'en ai parlé à mon collègue, il m'a dit avoir ressenti la même chose. L'éruption était tellement violente que nous étions certains que tout était fini. De l'autre côté de la ceinture de feu de Nouvelle-Zélande, un autre volcan entrait en éruption. L'explosion dépassait 20 000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Le bilan de la catastrophe du mont Saint-Helens faisait état de la mort de 6 000 cerfs, de 5 200 élans, de 11 000 lièvres, de 1 400 coyotes, de 300 lynx, de 200 ours noirs, de 27 000 perdrix, de 11 millions de poissons et de 57 personnes. L'avalanche de débris entraîna les pentes du mont Saint-Helens à plus de 30 km, balayant des forêts entières et expulsant 600 tonnes de produits volcaniques dans l'atmosphère. Ce phénomène fut précédé par un souffle, le blast, se déplaçant à la vitesse du son. Pour les scientifiques, ces déstabilisations de volcans sont parmi les événements volcaniques les plus meurtriers.
Dans beaucoup de ces éruptions, le danger ne vient pas réellement des cendres, mais des gaz brûlants qui s'y mélangent. La colonne ascendante devient si dense qu'elle s'affaisse sur elle-même. Lorsqu'elle retombe, cette vague de gaz chaud progresse à très grande vitesse à la surface du sol. C'est habituellement ce souffle incandescent qui décime les gens, même assez loin des pentes du volcan. Le mont Sainte-Hélène avait prévenu les géologues sur ses velléités prochaines. Les flancs de la montagne avaient changé de forme. Les experts savaient que quelque chose allait se produire, mais ils ignoraient à quel moment. Chaque volcan a sa personnalité. Chaque volcan a un comportement qui lui est propre. Le déclenchement des éruptions est donc différent d'un site à l'autre. Cette spécificité rend toute prévision difficile. Les volcanologues vont donner l'alerte sur l'imminence d'une éruption. Si celle-ci tarde à se produire, les gens s'impatientent et pensent que les scientifiques ne savent pas ce qu'ils disent. C'est généralement à cet instant précis que la catastrophe aura lieu. 11 ans plus tard, en juin 1992, dans l'île de Luzon aux Philippines, le mont Pinatubo s'éveilla après un sommeil de 500 ans. Cette explosion volcanique tua environ 600 personnes, détruisit 42 000 habitations, recouvrit de cendres 100 000 hectares de terres agricoles et causa une perte économique de plusieurs milliards de dollars. Pourtant, ce bilan aurait pu être plus lourd encore. Le Pinatubo est l'un de ces volcans classiques qui, avant toute éruption, donne aux hommes de nombreux signes précurseurs géologiques et chimiques en guise d'avertissement. On avait prédit une éruption qui semblait puissante et imminente. Heureusement, c'est exactement ce qui s'est produit. L'éruption est survenue rapidement. Nous avons eu beaucoup de chance. Si la catastrophe avait tardé plus longtemps, les familles des fermiers qui avaient été évacués à titre préventif seraient sans doute revenus sur leurs terres afin de trouver de quoi manger. Oui, si la catastrophe avait tardé plus longtemps, s'il avait eu lieu 1, 2 ou même 3 jours plus tard, ils seraient revenus sur leurs terres afin de trouver de quoi manger. Et tous auraient certainement péri. Même ceux qui ont survécu à une éruption continuent à vivre à proximité du volcan. À présent, le Pinatubo a retrouvé sa sérénité, mais le règne de la terreur est loin d'être fini. Même si l'éruption proprement dite est terminée depuis longtemps, ses conséquences continuent actuellement à faire de nombreuses victimes. Les cendres sont si denses et si instables sur les flancs de la montagne et dans les villes alentours qu'elles vont gagner plus ou moins violemment les régions de bas champs, obligeant de nombreux habitants à évacuer les lieux pendant les 10 ou 20 prochaines années. Les cendres constituent le legs majeur d'un volcan. Elles font des ravages sur les habitants, les villes et le commerce. Mais elles produisent également des variations climatiques à l'échelle planétaire. En moins d'un mois, la poussière de l'éruption du Pinatubo s'est propagée en altitude tout autour du globe. Ces cendres ont ainsi bloqué environ 2% de la lumière du Soleil, abaissant la température de la planète de quelques degrés pendant plusieurs années. Ces influences viennent interférer avec les travaux des scientifiques qui cherchent à mettre en évidence le réchauffement de la planète. Ces conséquences sont à la fois positives et négatives. Un nuage de cendres peut améliorer la qualité du sol et provoquer de superbes crépuscules. Il peut aussi causer des catastrophes aériennes. Il y a beaucoup de régions assez peu habitées. Il y a quand même des avions qui croisent en altitude. S'ils traversent un nuage de cendres, ils risquent à tout moment de s'écraser. Les nuages de cendres sont composés de silicates, particules microscopiques de verre volcanique qu'un radar ne peut pas détecter.
Lorsqu'un avion traverse un tel nuage, ses réacteurs encrassés risquent de s'arrêter à tout instant. Après une éruption, la vie reprend difficilement son cours. Les gens ne sont pas pour autant en sécurité. La volcanologie est une science encore trop jeune pour que l'on puisse annoncer avec précision le moment où la catastrophe peut survenir. La région nord-ouest de l'Amérique est une zone à haut risque. C'est assez pour que les habitants de Seattle passent des nuits blanches. Pour moi, le volcan le plus dangereux des États-Unis est le mont Rainier. Il n'a même pas besoin d'entrer en éruption pour être redoutable. La fonte des neiges suffit à former d'énormes torrents de boue. Une gigantesque coulée de boue était sur le point de dévaler les pentes du mont Rainier, risquant d'atteindre des régions habitées, comme par exemple, sans vouloir effrayer personne, la ville de Tacoma. Des coulées de boue très épaisses ont déjà détruit totalement cette région durant les derniers siècles. Si le mont Rainier entrait en éruption, il causerait des dégâts épouvantables et tuerait probablement beaucoup de monde. Lorsque les géologues, géophysiciens et géochimistes étudient les volcans, descendent dans les cratères ou arpentent les plaques de lave noire en fusion, ils sont parfaitement conscients du danger, mais ne sont pas exclusivement animés par l'intérêt scientifique. La vocation de leur recherche est aussi d'épargner de nombreuses vies humaines. Je pense qu'à l'avenir, il y aura moins de scientifiques qui courront des risques en allant explorer l'intérieur des volcans. Surtout les volcans explosifs. Durant les dernières années, de trop nombreux volcanologues ont été tués. À présent, nous apprenons à surveiller en toute sécurité les signes précurseurs géologiques et chimiques d'une éruption. Maurice et Katia Kraft étaient les explorateurs de volcans les plus célèbres du monde. Ils s'étaient totalement consacrés à leur passion. Dès qu'un volcan entrait en éruption, ils étaient presque toujours là. Maurice et Katia Kraft avaient le pressentiment qu'ils périraient sur un volcan. En 1991, sur les pentes de Lunzen, au Japon, un nuage de gaz toxique les asphyxia, ainsi que 30 autres personnes. Les Kraft ont laissé 70 km de pellicules, des centaines de milliers de diapositives et une masse considérable de documents et d'informations qui serviront aux scientifiques durant plusieurs décennies. Voici ce que pourrait être demain le moyen d'explorer les cratères. Dante est un robot à 8 pieds conçu pour capter la chaleur des volcans. Il supporte les gaz sulfureux de l'intérieur des cratères qui rendent impossible l'exploration humaine. Les premiers essais n'ont pas été concluants, mais à mesure que la technologie va s'améliorer, les scientifiques devraient pouvoir piloter de telles explorations depuis leur confortable laboratoire. Toute avancée améliore notre capacité à prévoir. Nous devons malgré tout garder en tête que notre mère nature aura toujours en main les cartes maîtresses. Partout dans le monde, des volcans marquent leur environnement. Compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, de plus en plus de personnes s'installent pourtant à l'ombre de ces géants. Les volcans ne sont pas dangereux au point d'empêcher les hommes de vivre sur leurs pentes. Au contraire, ils fertilisent les sols. Leurs éventuels débordements nécessitent néanmoins une information et une éducation permettant à chacun d'apprendre à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. La plupart de ceux qui travaillent et vivent à proximité des volcans finissent par personnifier ces montagnes au caractère tumultueux. Les Hawaïens vénèrent ainsi Pélé, leur déesse du feu. Je crois que c'est quelque chose qui est à la fois terrifiant et spirituel.
On ne peut pas rester dans le voisinage d'un volcan sans ce rapport passionnel. Certains appellent cette force Pélé. La déesse Pélé est bien réelle, au sens où elle incarne les forces et l'énergie des volcans d'Hawaï. Les Hawaïens connaissent très bien cette force, cette énergie. Les touristes demandent souvent quelles sont ces légendes, en espérant en retour une gentille petite histoire. Mais ce n'est pas une gentille petite histoire. Les Hawaïens vivent depuis toujours avec les volcans. Leurs croyances sont donc fortement enracinées. Sur les pentes du volcan, on peut encore entendre des chants anciens et voir les fagots de bois brûlés en hommage à la déesse. C'est quelque chose qui pénètre en vous, qui est en vous. Si vous êtes né et si vous avez grandi sur cette île, vous ne pouvez pas ignorer Pélé. Je la vois tout le temps que dure une éruption. Je la vois quand je marche sur la Terre. Elle est la Terre. Elle a donné naissance à la Terre. Elle vient à votre rencontre. Vous pouvez aller vers elle. Il y a quelque chose de primaire ici. Et même si un jour tous les mystères scientifiques devaient être levés, les gens continueraient à venir contempler les montagnes en feu, l'eau bouillonnante, la roche en fusion. Je ne connais pas de situation où la vie et la mort sont aussi intimement liées que lors d'une éruption volcanique. Nous sommes nés des volcans. Alors pourquoi ne pas mourir des volcans? Ceci ne veut pas dire que je ne veux pas rester en vie. J'aime la vie, vous vous en doutez. Mais si je dois mourir, je suis prêt. Très loin d'Hawaï et de la Nouvelle-Zélande, un poète de la Nouvelle-Angleterre s'est exprimé ainsi. Certains disent que le monde finira par le feu, d'autres suggèrent qu'il finira dans la glace. De ce que je connais du désir, je choisis ceux qui préfèrent le feu.